Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 23 du Manso Catch avec un gros programme en perspective, un peu plus riche que ces derniers mois. Et oui, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a eu beaucoup de catch à regarder à nouveau hein, sur ces 3 dernières semaines. Hein. Ça faisait que 3 semaines qu'on s'était pas retrouvés. Mais malgré ce court laps de temps, bah oui, il y a eu beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à raconter. Et forcément, avec ce Survivor Series qui arrive la semaine prochaine, bah, forcément il y a beaucoup d'attentes et par rapport au build-up et par rapport à ce qu'il va y avoir et ce qui va se passer lors du show, les attentes seront, comme je l'avais dit la fois dernière, mes attentes seront plus élevées que lors des derniers pay-per-view qui étaient un peu plus, je dirais, filler. Quoique, voilà, Crown Jewel, il s'est passé un petit peu plus de choses quand même, mais on sentait quand même que cette période, la post-SummerSlam, était un peu laborieuse, un peu ronronnante, et qu'il fallait lancer de nouvelles choses. Et ce qui se passait en coulisses, hein, avec le retrait total, on va dire, de Vince, Triple H, qui a pris complètement toute sa liberté, toutes ses aises pour maintenant mener à bien tout ce qu'il avait envie de faire. Voilà, qu'il fallait un peu reconstruire petit à petit, rebâtir la maison. Ça va prendre du temps. C'est pas encore, c'est encore loin d'être au point, mais il va falloir être patient. On sent que Triple H est en train de construire sa baraque et pierre par pierre, et qu'il va falloir lui laisser un peu de temps pour mener à bien sa mission, on va dire. Moi, j'ai envie de rester sur une note positive et optimiste par rapport à ce qui va se passer dans les mois à venir. Je pense que l'année 2024 sera un très bon test pour la VVE et donc en particulier pour Triple H. Pour moi, ça sera, en tout cas pour ma part, je, je verrai ça comme un vrai test pour lui. Et ce sera vraiment là, je pense, qu'on pourra vraiment totalement le juger, hein, maintenant qu'il est complètement libre de ses mouvements, on va dire, et de ses agissements. Donc ça va être très intéressant. Et Survivor Series, je pense que ça va être le gros pay-per-view qui va permettre vraiment de lancer les choses pour notamment la road to WrestleMania. Et par rapport à plein d'évolutions de personnages et plein de directions qui vont être très intéressantes pour 2024. Voilà un peu pour cette introduction avec une silhouette, hein, comme vous pouvez le voir. Est-ce que la vipère est au point, hein? J'espère que vous apprécierez ce jeu de mots littéraire. On en reparlera tout à l'heure. Je vais d'abord, sans plus attendre, vous présenter le sommaire qui est un petit peu plus dense que d'habitude. Hein. D'habitude, bon, c'est vrai que ces derniers temps, on était plutôt sur 2 parties, avec les pronostics du pay-per-view à venir et le top 5. Mais il y aura un premier point tout d'abord. On va regarder déjà le sommaire. Le voici. Et oui, je ne vous en avais pas parlé la dernière fois, mais il y avait quand même Full Gear, l'un des 4 gros pay-per-view donc de All Elite, qui a eu lieu pas plus tard que la nuit dernière. Et alors, vu le timing, hein, et vu qu'il y avait un morceau catch prévu pour sortir aujourd'hui, j'en fais pas une review. Je vais pas en faire une review détaillée avec des notes pour tous les matchs, avec le graphique, etc., etc. Je vais seulement en faire, on va dire, un petit raccourci, un petit résumé, une review rapide, hein, comme je l'ai indiqué, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense que c'est quand même, ça reste quand même un des grands événements de la All Elite, et donc c'est bien aussi toujours de pouvoir en parler en dépit de la qualité déclinante hein, de la All Elite Wrestling, hein, il faut aussi le reconnaître, mais c'est toujours bien aussi de parler un peu d'autre chose aussi que la VVE, hein, c'est aussi ça le but de ma chaîne, et c'est aussi pour ça que je fais aussi des top 5, histoire de parler un peu d'autres compagnies que la VVE, hein, c'est aussi ça le but. Voilà, on va commencer donc, comme je l'ai indiqué, par la première partie de ce morceau catch, à savoir la review rapide donc de Full Gear. Il y aura un seul visuel, hein, ça va être vraiment très très statique, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé de pas faire trop long. Et pour vous parler, donc, ça va être juste une espèce de, on va dire, un poster de Full Gear, la note globale et mon avis un peu général sur le pay-per-view. Voilà, donc je vais vous présenter le poster avec la note. Voici le poster donc et la note donc globale de ce pay-per-view donc qui a eu lieu vraiment il y a vraiment quelques heures, hein, c'est tout frais.
3 étoiles écart pour la note globale de ce pay-per-view. J'ai envie de dire que c'était un pay-per-view en gérant qui était qu'on pourrait découper en 3 morceaux, en 3 parties, c'est-à-dire la première avec les 3 premiers matchs finalement, qui étaient des matchs, je dirais, plutôt corrects dans l'ensemble, mais assez oubliables, hein, vraiment très très franchement oubliables. Euh, un choix d'opener, moi que je trouve contestable, hein. Pourtant il y en avait beaucoup des openers, des candidats potentiels pour être l'opener, mais le triple threat avec Adam Copeland, Darby Allin et Sting contre la patriarchie, hein, de Christian Cage, Joe Ozorus et Nick Wayne. Moi, j'aurais pas choisi ce match-là. Je l'aurais mis plus tard, vraiment au cœur du show, mais pas au tout début. Ce qui en fait un match assez oubliable, hein, correct, mais on l'oublie déjà en fait. Puis c'est une petite victoire feel good, hein, pour la team face, et puis pour le début de la tournée d'adieu de Sting aussi, hein, qui forcément, à chaque fois, à chaque salle où il va se déplacer, on va dire, c'est les adieux en Californie de Sting, c'est les adieux de Sting au Kentucky, c'est les adieux de Sting au Texas, etc., etc. Voilà, il aura sa petite pop, et je pense qu'on peut déjà s'attendre à ce qu'il reste invaincu jusqu'à Révolution et jusqu'à son dernier match, où là, je pense qu'il va se coucher pour la bonne cause, et notamment pour Darby Allin. Enfin, j'espère que ce sera ça l'idée au final. Le match suivant, c'est pareil, Cassidy Moxley. Bon, c'est pas un match qui est mauvais en soi, mais moi je l'ai déjà très vite oublié. Et c'est encore pareil, c'est un peu dans les mêmes eaux que le précédent, c'est du 3,5 tout cassé. Et puis bon, moi j'ai toujours un énorme problème avec le booking de Cassidy que je trouve beaucoup trop favorable en mode super-héros. Et ce qui m'en a dégoûté en fait, je n'en peux plus d'Orange Cassidy. Tony Khan me l'a fait détester, alors que je ne suis pas contre le catcheur que je trouve plutôt bon, mais son booking est absolument atrocement favorable justement. Et j'étais persuadé que Moxley allait récupérer le titre qu'il avait perdu, parce qu'il s'était blessé, hein, contre Phoenix, donc il avait laissé son titre, ce qui n'était pas prévu. Et je pensais qu'on allait récupérer et retrouver les choses là où on les avait laissées, finalement, avec Moxley qui reprend à nouveau le titre à Cassidy. Ben non, ça n'est même pas arrivé. Ils sont préférés opter pour le un partout finalement. Cassidy qui prend sa revanche sur Moxley. Et moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Moxley devait reprendre le titre pour à nouveau, donc pour enfin lancer finalement le run international, de titre international pour Moxley. Et ben non, ils l'ont pas fait, ils ont préféré faire le un partout. Le match est vraiment quelconque finalement, je l'ai déjà oublié. Il est pas franchement mauvais, mais après il y a eu beaucoup de problèmes de nocelles. Moxley a multiplié les nocelles. Moi j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Et puis bon, Cassidy super héros, voilà, c'est surtout ça aussi qui contribue à ce que je n'en puisse plus du personnage de Cassidy qui ne sait pas se renouveler en plus. Et c'est tout le temps la même chose. Et je le trouve beaucoup trop favorisé dans son booking. Le match suivant, c'est l'un des 2 pires matchs de la soirée. C'est Tony Storm contre Ishida, avec un personnage, je dirais, hyper caricatural et hyper cringe pour Tony Storm. Voilà, on sent qu'elle avait envie de faire ça. Tant mieux pour elle, hein, si elle avait envie de le faire. Mais moi, je suis pas du tout rentré là-dedans. Je suis pas du tout la cible. Je suis pas du tout. J'ai pas pris le train en route, tout simplement. C'est cringe. C'est vraiment très très cringe. C'est hyper caricatural. Et en plus, vu ce personnage qu'elle campe, ça la rend encore moins, je dirais, efficace dans un ring, parce que forcément, il y a tout le personnage qui du coup prend toute la place, et ça la rend complètement cartoonesque, et du coup, on oublie qu'à la base, c'est quand même une bonne catcheuse, Tony Storm, et on l'oublie maintenant, on l'oublie, et alors je suis absolument pas surpris par sa prise de titre, hein, pour moi, voilà, toute cette construction de personnage, parce que c'est quand même récent, hein, ce Timeless Tony Storm, c'était fait pour forcément qu'elle ait le titre. Ishida, bon, ça va, elle l'a eu 3 fois, et c'était déjà une fois de trop, là, la dernière fois. Donc Tony Storm, du coup, elle devient aussi triple championne. Ça va durer un certain temps, je pense, ce run. Bon, voilà, moi je suis pas du tout la cible. C'était l'un des pires matchs de la soirée, overbooké, vraiment au possible, et une fin vraiment totalement ridicule. Ça, c'est la première partie, voilà, qu'on pourrait considérer comme moyennasse et assez vite oubliable. Et finalement, la meilleure partie du show pour moi, c'est la partie qui a suivi, c'est-à-dire le cœur du show, c'est-à-dire les 3 matchs qui ont suivi, où là on avait un peu plus de solidité, je dirais. C'est le ladder match à 4 équipes, où là
On a eu ce qu'on était en droit d'attendre, avoir un gros spot fest avec énormément de prises de risques, peut-être même un peu trop, hein. C'est vrai que ça a été parfois assez violent, les prises de risque qu'on a pu voir, les spots, notamment voilà le gros Ganzos Bomb de Brody King là sur, je crois que c'est Dralistico sur, oui c'est ça, sur une échelle à l'extérieur. Enfin, il y a eu plein de spots, hein, je vais pas toutes les énumérer. Mais les prises des risques, de prise des risques étaient folles. Il y a eu du sang aussi, hein. On a beaucoup de sang qui a coulé aussi, hein. On l'a vu de la part de Brody King en particulier. Euh, C'était un gros spot fest. Voilà, c'était spectaculaire. C'était dans le style de ce que doit être un ladder match. Tout n'a pas été parfait. Le début était un petit peu ronronnant. Ça a été un peu long à se mettre en route, mais après, une fois qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet avec les spots qui se sont enchaînés, c'était plutôt agréable à suivre. Moi, je suis plutôt sur un 4 étoiles. C'était plutôt correct dans l'ensemble. Moi, c'était l'un des matchs que j'ai préférés de ce show, même le deuxième, je dirais, le deuxième en termes j'irais de hiérarchie. Un peu surpris par le résultat, ça aurait peut-être été l'occasion de donner les titres à quelqu'un d'autre que cette équipe. Bon, voilà, je vais pas en dire plus, hein, je vais peut-être garder le suspense si vous voulez si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez voir le show. Pour ne pas vous spoiler, j'aurais pas forcément mis les titres là-dessus sur ces personnes-là. Bref, en tout cas, voilà, c'était un des bons moments de ce show. Le match suivant, bah, finalement, c'était globalement une bonne surprise. Le match triple threat féminin entre Hart, Statlander et Sky Blue, qui a également, hein, un peu comme le précédent, un match qui a été un peu ronronnant sur le début, avec on voit effectivement quand on a Julia Hart et Sky Blue qui sont très jeunes, hein, qui sont encore en début de carrière, et qui sont encore très green, avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de botch, ce qui est normal. Ce qui est normal en soi, mais bon, voilà, on va dire qu'on peut, on peut saluer la mise en avant des jeunes. Face à une Trista Statlander qui clairement domine les débats. On sent que c'est la patronne du ring, c'est elle qui commande les opérations et qui essaye aussi de mettre over ces deux jeunes adversaires. Et un début ronronnant, et puis ça s'améliore. On a, je dirais, un bon emballage final, hein. Les dernières minutes sont plutôt qualitatives. Il y a du suspense. C'est plutôt rondement mené. Et j'attendais un peu plus de storytelling entre Art et Sky Blue, parce qu'on on sait qu'il y avait quelque chose. Il y a Sky Blue qui avait pris un mist de jeu à Art. On savait pas trop sur quel pied danser avec Sky Blue, si elle était en train de tourner heel ou pas. Bon, finalement non. C'est assez confus, je dirais, l'histoire autour de Sky Blue. Je trouvais que c'était dommage en termes de storytelling, ça n'a pas été bien raconté entre Art et Blue. Il y a eu un petit face-off, mais bon, il y a rien qui nous indique finalement que Blue est reliée à Art, en tout cas, ou finalement elle reste, je dirais, à part, elle n'est pas reliée à Art, même si pendant le match, on a eu l'impression que par moment, elles avaient l'air de former une équipe, hein, pour s'en prendre à Statlander. Mais en fait, bon, non, il n'y a rien finalement qui indique véritablement qu'elles sont ensemble. Donc, chacune mène sa barque. Et puis, bon, la fin indique aussi que oui, bah voilà, elles sont chacune pour soi, quoi. Chacune pour soi. Un résultat qui vaut, qui est pas forcément déconnant, je dirais. Et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, un match qui était globalement correct, hein, pas fabuleux, mais ça, je pense que c'était quand même un match donc de milieu de show, mais qui n'était pas aussi dégueulasse que ce que j'aurais cru à la base. Et le match suivant, c'est le match qui a tué tout, quoi. C'est-à-dire, c'est le banger du show, c'est celui qui a volé le show. C'est le Strickland contre Adam Page, ultra violent, qui a été très bien raconté, pas facile à regarder de temps à autre, hein, c'est vrai, mais qui était vraiment d'une violence rare, une très belle alchimie entre les deux hommes, et voilà, une belle mise en avant de Strickland, enfin, j'ai envie de dire. Je suis content de le voir comme ça, et j'appelais à cette mise en avant depuis un bon moment, et voilà, c'est vraiment un très bon match, celui-là. S'il y en a un à retenir de ce show, c'est celui-là. C'est Strickland Page, le numéro 2, donc la revanche de Wrestle Dream. Vraiment un match excellent, vraiment, qu'il faut regarder. Et on va terminer avec la troisième partie, finalement, la dernière, qui égale à nouveau un creux. Malheureusement un creux avec cette place du mort,
parce que quand on passe derrière le Strickland Page, c'est une place du mort, absolument sans contestation. C'est malheureusement pour eux, c'est pourtant un match prestigieux, c'est les Golden Jets, hein, Jericho Omega contre les Young Bucks, qui aurait pu être un opener d'ailleurs, un très bon candidat, mais qui malheureusement hérite de cette place du mort, avec un public qui commence à fatiguer, hein, forcément les shows de la All Elite c'est toujours très long, les pay-per-view, et puis tu passes derrière un gros match fort en émotion, hein, qui a beaucoup investi le public et qui a duré quand même une demi-heure, et là derrière, bon bah t'as un match qui est pas mal, voilà, en soi, et qui est plutôt bien raconté. Il y a du storytelling, hein. On voit les Young Bucks qui font un peu les heals, qui volent les prises de Jericho pour se moquer. Il y a Kenny Omega aussi qui, à un moment donné, il tease un V-trigger sur Jericho. On se dit mais merde, il va s'en prendre finalement à Jericho. Son amitié pour l'élite, pour les Bucks est peut-être trop forte. Et en fait non, il nous a bien eu sur ce coup-là. C'est peut-être même l'un des passages que j'ai préférés de ce match. Finalement, ben, les Bucks, eux, ils restent quand même sur un côté très heel, hein, ils finissent même par porter un low blow à Omega lui-même. Voilà, c'était plutôt bien raconté, mais c'est vrai que le match paraît finalement assez oubliable et assez quelconque, et pourtant il y avait un enjeu. Les Golden Jets, en cas de victoire, prenaient le spot de number one contender que possédaient les Bucks. Bon, la contrepartie elle était pas ouf parce que si les Bucks gagnaient, les Golden Jets ne devaient plus se reformer en tant qu'équipe. Bon, c'était une équipe qui venait de se former, donc l'impact était minime. Je trouve que c'était pas très équilibré, on va dire, les enjeux, hein. Mais en tout cas, voilà, c'était pas un mauvais match, mais une place du mort très compliquée. Très très compliqué derrière Page et Strickland. Et enfin ce mini-event qui pour moi est la grosse, énorme même verrue de ce show, avec le Tony Storm contre Shida. Mais là c'est encore pire puisque c'est le mini-event, donc c'est le match le plus important, qui en plus concerne la storyline la plus importante actuellement. C'est évidemment toute l'histoire autour de MJF, Adam Cole et de cette amitié improbable à la base et puis qui finalement a beaucoup investi les fans, hein, et finalement on s'attache en quelque sorte, on n'a pas envie que ça s'arrête, et donc c'est l'une des rares réussites de la All Elite actuellement en termes je dirais de storyline. Et ça a été très grossièrement monté en fait, très grossièrement monté, complètement monté à l'envers, et c'est ça pour moi le problème. C'est d'avoir un nouveau MJF, voilà, avec un partenaire, Samoa Joe en l'occurrence, hein, ce qui n'était pas une surprise, pour défendre les titres ROH en kick-off, avec succès. Bon, c'est assez déjà bancal puisque Joe, bon, il fait le partenaire de fortune, mais bon, lui, il a pas de ceinture, hein, donc il aide finalement son partenaire à s'imposer. Il lui offre même la victoire. Enfin, c'est Samoa Joe qui prend la victoire, mais bon, il n'est pas champion par équipe de ROH pour autant. Bon, c'est toujours ça reste assez bancal au niveau booking. Il y a cet angle de blessure qui tient pas la route, hein, avec les Guns qui attaquent la jambe d'MJF puisque il coince la cheville d'MJF dans une chaise. On voit bien que c'est la cheville. Il y a donc un gros saut, hein, de l'un des frères Gunn sur la jambe de MJF, sauf que du coup là il est en train de se tenir le genou, puisqu'effectivement il donne des coups de chaise. Avant ça il y avait des coups de chaise sur le genou d'MJF, mais malgré cet assaut sur le genou, bah oui, donc cette chaise était donc plutôt mise du côté de la cheville de MJF, donc déjà il y a un problème au niveau anatomique, j'ai envie de dire. Et donc, il se tient le genou, on le met sur la civière, il s'en va, voilà, donc c'était déjà compliqué déjà, on était qu'en pré-show, et déjà, ça te mettait pas forcément dans un bon mood, dans l'optique du main event, quoi. C'était déjà d'avoir cette histoire déjà de blessure, en se disant mais comment ils vont faire, pour qu'on nous annonce finalement durant le show que le main event est annulé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, que Jay White est sur le point de prendre le titre, du coup rendu vacant, mais en tout cas parce que MJF ne peut pas combattre. Au dernier moment, Adam Cole arrive, évidemment, et pour remplacer son pote et dire non mais je me batte pour lui, et sur le Becky, et en plus une blessure qui est pour le coup réelle, hein, on sait qu'il est vraiment blessé en plus Adam Cole, il est sur Becky, donc on nous pond ce match là qui n'était pas prévu entre Cole et White, et pour qu'on a donc dans le main event, et pour qu'au dernier moment l'ambulance revienne, l'ambulance qui a été visiblement volée par MJF, on sait pas comment avec sa blessure, mais bon bref, il arrive tout seul, en boitillant, et là qu'est-ce qu'il a? Un strap
à la cuisse maintenant. Donc à un moment donné, il faudrait savoir si on veut s'attaquer à la cheville, au genou ou à la cuisse. Donc déjà, il y a déjà déjà un gros problème anatomique par rapport à la blessure de MJF. C'est là déjà que je perds déjà Tony Khan et son booking déjà dans l'affaire. Et on a un match où déjà je perds déjà mon intérêt, je perds déjà tout. Dès le kick-off, j'étais déjà bien moins investi et avec cette histoire donc de blessure et on a un match qui contient pas forcément de mauvaises choses en soi, il y a des bons spots, mais j'en ai déjà plus rien à faire parce que c'est tout ce qui a entouré ce match, ça m'a tué en fait. Ça m'a tué, j'étais plus dedans, c'était too much, c'était grossier, ils en ont fait trop, ils en ont fait trop, Tony Khan en a fait trop, le coup de l'ambulance, tout ça, j'avais l'impression de retrouver Vince, d'ailleurs, quand je dis Vince, ça pourrait aussi bien être Vince McMahon que Vince Russo, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est du catch à papa, donc que j'ai plus envie de voir. Enfin, c'est grossier, c'est plus ce que j'ai envie de voir. Surtout à la All Elite Wrestling, qui est pas censé nous proposer ça. Je ne veux pas que la All Elite devienne la WCW ou nous devienne une VVE à façon Vince là, et en moins bien fait, et encore moins bien fait. Et c'est pas ce que les fans attendent, parce que eux évidemment ils attendent du bon catch, ils attendent de bonnes storylines, parce que c'est ça la promesse de All Elite, et c'est ça qui m'inquiète justement la baisse de qualité du produit quoi. Et c'est ce que je reproche à Tony Khan qui prend trop de place à vouloir tout faire, à vouloir tout bouquer, et souvent en dépit du bon sens, avec beaucoup d'incohérence et beaucoup de grossièreté et d'exagération. Less is more comme on dit, et là il a pas fait du tout de less is more quoi. Là, ce MJF White, c'était très compliqué à suivre. J'étais plus dedans. Et en plus, à l'image de ce que j'avais dit, de ce que j'avais reproché lors du match de Crown Jewel entre Cody Rhodes et Damien Priest, Damien Priest n'a pas du tout essayé de capitaliser sur la blessure à la cheville de Cody que lui-même avait pourtant provoqué, hein, à Raw. C'est ce qui m'avait gêné, c'était une des critiques que j'avais émises par rapport au match. Et ben là, c'est un peu la même chose. Alors en moins intense, on va dire, mais ça reste quand même une critique qu'on peut formuler. C'est quand même les Guns qui sont donc les partenaires de Jay White qui ont blessé la jambe de MJF, et Jay White, normalement, en heel, un bon heel normalement constitué devrait complètement capitaliser sur cette blessure à la jambe et venir la détruire pendant tout le match. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il fait. Il arrête pas il multiplie les atémies, il se moque, et de temps à autre, toutes les 3-4 minutes, il va me donner un petit coup à la jambe, voilà, par-ci par-là, mais il en oublie quand même une grande partie du travail qui devrait être entrepris, pardon, c'est ce travail à la jambe. Il n'y a plus qu'à se servir. Et là, s'il lui détruit la jambe, c'est gagné. Il devient champion du monde. C'est évident. Alors que ses partenaires se sont cassés le cul justement à lui faire entre guillemets la passe décisive. Il n'y avait plus qu'à la mettre au fond. Le but était vide et il arrive à la mettre au-dessus. Et il passe pour un con, c'est ça qui m'énerve là-dedans aussi. Et le travail à la jambe, on a vu donc de temps à autre un peu de travail, mais c'était bien insuffisant. Il le fait à la fin, il porte un figure fort, il a porté un Dragon Screw avec une bonne explication qui pouvait se tenir, disant oui, il a passé beaucoup de temps au Japon, il a appris de ses combats face à Tanahashi lorsqu'il a porté son Dragon Screw. Oui, c'est bien comme commentaire, mais ça raconte rien parce qu'il le fait pas, il n'y a pas ce travail qui a été entrepris pendant tout le match. Et il y a ce figure fort à la fin, pourquoi pas, c'était bien, mais il fallait le faire bien avant, bien avant. Et pour moi, ça manque de cohérence. Et puis ouais, cet overbooking, il y a le ref bump, il y a Adam Cole qui, on sait pas s'il va le faire abandonner, jeter l'éponge, il y a le coup de la bague, et voilà, on termine le match là-dessus. Enfin, c'était trop. C'était trop. Et ce match a été massacré sur Cage Match, et je suis d'accord. Actuellement, il est même pas à 4 sur 10, donc c'est un 2 sur 5, et je suis d'accord. Parce que tout a été mis à l'envers, tout a été monté à l'envers, et comme souvent, quand un pay-per-view se finit mal, on a tendance à détruire le pay-per-view, et inversement. Maintenant, voilà, moi je suis sur un 3 écart, je vais pas détruire le pay-per-view juste parce que la fin est ratée, et de la même façon, je vais pas porter au nu un pay-per-view parce que la fin est réussie. Hein, ça vaut dans les deux sens. C'est comme je l'ai dit, un show en 3 parties. Une partie moyennasse, mais assez oubliable, correcte sans plus, on va dire. Un milieu qui était déjà
bien meilleure facture, qui était que je suis, ce que j'attends de la part de l'Elite Wrestling, c'est-à-dire des matchs d'assez bon niveau, spectaculaires, qui sont divertissants et qui proposent du bon catch. Et malheureusement, une fin, voilà, ça retombe, le soufflet retombe. Et oui, bah, c'est la place du mort, malheureusement, hein, après le page Swerve, et puis ce main event, qui, malheureusement, c'était un des fils rouges. Et quand tu rates ton fil rouge, bah, ça se répercute, malheureusement, sur une grande partie du show, quoi. Et oui, bah, la fin est ratée. Enfin, et ça a été entrepris dès le kick-off. Ça nous a pas mis forcément dans un bon mood pour aborder le pay-per-view. Et malheureusement, bah, on se tape ce mauvais état d'esprit finalement pendant tout le show. Pendant 3h30, 4 heures. On a ce truc en tête. On se dit putain, merde, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre avec ce MJF blessé là? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et on n'est pas bien. Moi, je gamberge pendant tout le show, quoi. J'y pense. Et puis bon, bah, cette histoire de diable. Du coup, moi je suis frustré, on nous a même pas révélé le diable, alors que je pensais pratiquement avec certitude qu'on allait nous le révéler. Et j'ai l'impression que c'est un spoiler finalement de ne pas l'avoir révélé, puisque je me demande si c'est finalement pas Adam Cole, puisque la blessure qui est réelle de la part d'Adam Cole, bah, je pense que c'est finalement parce qu'il est vraiment blessé qu'on ne veut pas révéler tout de suite l'identité du diable, et qu'il va falloir attendre peut-être que Cole soit rétabli avant de le faire. Parce que ce serait un coup du Kingdom, de Roderick Strong, d'Adam Cole et peut-être de Kyle O'Reilly. Hein, c'est un peu les noms qui circulent et qui pourraient éventuellement être le plus probable, puisqu'effectivement, voilà, en s'attaquant à Jay White, ça peut être un écran de fumée pour faire porter le chapeau à MGF, et puis bah, s'attaquer ensuite à The Acclaimed, qui ont tenté voilà, d'apporter leur amitié, en tout cas leur aide à MGF, voilà, donc de la jalousie, hein, voilà, bon, c'est ce qui serait le plus probable, mais bon, on va pas nous le révéler tout de suite. Et si on ne veut pas nous révéler tout de suite, je pense que c'est parce que c'est Adam Cole, en tout cas le diable en personne. Je ne vois que ça hein, comme issue possible, mais je suis quand même frustré qu'on n'ait pas eu finalement la vraie identité, la vraie révélation par rapport au diable. Et je pense que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que c'est Adam Cole. Voilà un peu, voilà comment je pourrais résumer. J'ai pris déjà beaucoup de temps pour parler de cette édition de Full Gear, qui ne rentrera pas, je dirais, dans les annales. Et c'est dommage, c'est dommage. Ils en ont encore un quand même pour sauver la face. Ça sera World's End, hein, complètement à la fin de l'année. On verra bien. Mais c'est pas un pay-per-view qui sera le plus solide et celui dont on se souviendra le plus du côté de la All Elite Wrestling. J'oublierai pas non plus de parler de la signature, ça y est, officielle de Will Ospreay, qui était tout sauf étonnante, hein, puisqu'on parlait quand même d'un blockbuster, d'une signature majeure, d'un talent incroyable. À part Ospreay, voire Mercedes Moné, il n'y avait quand même pas beaucoup de possibilités. Donc il démarrera en février, hein, il en aura fini avec la New Japan. On le verra à plein temps, enfin, ou pratiquement à plein temps du côté de la All Elite Wrestling, parce que bon, apparemment il veut aussi passer du temps en Angleterre, donc un planning déjà ménagé, bon, ça peut poser question. Bref, ça, on pourra aussi en reparler. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir les pronostics des Survivor Series. On va déjà afficher le poster du show, le voici. Voilà, bon, on retrouve un peu pratiquement tout le monde. Bah, pas forcément tout le monde, hein, mais en tout cas, on n'a pas on n'a pas de Kevin Owens pour l'instant qui est prévu, on n'a pas de Jimmy Uso prévu, on n'a pas de Bobby Lashley prévu, en tout cas pour l'instant. Là, on a autant de matchs que l'année dernière, c'est-à-dire 5, et ça peut suffire puisqu'on sait que les Wargames, déjà, puisqu'il y a 2 Wargames hein, maintenant assurés, un féminin et un masculin, on sait que ça prend déjà une bonne grosse demi-heure au minimum, donc c'est déjà quand même pas mal. Et 3 autres matchs solo, single, qui peuvent aussi faire que au final avoir un format takeover à 5 matchs, ce serait tout à fait envisageable. Maintenant, on verra, puisqu'on est si on fait le compte, on a 3 matchs du côté de Raw et 2 matchs du côté de SmackDown. Donc peut-être qu'ils vont en rajouter un pour SmackDown. Peut-être autour des profits, peut-être une autre idée que j'avais, ce serait peut-être d'avoir AJ Styles, s'il veut bien revenir, ça on ne sait pas encore, hein, c'est un grand mystère, en équipe avec LA Knight pour aller affronter Solo Sikoa et Jimmy Uso, c'était une idée que j'avais, mais bon, je pensais qu'à SmackDown on allait avoir le grand retour d'AJ, pour qu'il a quand même toujours l'unfinished business avec la Bloodline, et pour que LA Knight ait du soutien. Bon, on l'a pas. Pour moi, c'était le match qui aurait pu être le 6e justement manquant, mais on pourrait tout à fait se contenter des 5 matchs qui ont été annoncés, et on va justement les prendre un peu par ordre plus ou moins d'importance. On va commencer par
Santos Escobar contre Carlito. Alors là, ce match, il sort d'absolument nulle part. C'est une grosse surprise d'avoir ce match en Survivor Series. Très franchement, ça me rappelle un peu le Ronda Shotzi, quoi, qu'on avait eu l'année dernière et qui pour moi n'a pas le niveau et n'a pas le prestige d'un pay-per-view de Big Four tel que Survivor Series. Et là, c'est pareil en fait. Je comprends pas, en fait, c'est un coup de gueule par rapport à l'affiche en fait. C'est un match qu'on aurait dû avoir à SmackDown. Point barre. C'est niveau SmackDown ce match. C'est pas, il a rien à faire au Survivor Series. Absolument rien à voir, rien à faire là. Euh, et alors bon, si on doit rééquilibrer les choses, on va dire que je suis plutôt content finalement. Bon bah que Escobar est turné heel parce que c'est ce que j'attendais depuis le début et depuis qu'il a été call-up dans le main roster. Et ça y est, il a turné sur Rey Mysterio et on va enfin avoir cette feud que j'attendais depuis très longtemps entre Mysterio et Escobar, donc en heel du coup. Et ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Ça va être super. Mais ce que je regrette aussi, c'est que ils étaient beaucoup trop vite. Pour moi, ça a été beaucoup trop vite dans le turn. Ils n'ont pas pris le temps de raconter ça. Et ça s'est fait bien trop brutalement, ça s'est fait juste après Crown Jewel. Alors que on a fini Crown Jewel avec un doute hein, par rapport à ce point américain, Escobar qui avait posé ça sur le rebord du ring, est-ce qu'il avait fait ça exprès ou pas, et que finalement, bah, il se trouve que finalement oui, et que tout ça était fait à dessein, et il tourne derrière, enfin, c'était beaucoup trop rapide, c'était dommage parce que c'est dommage parce que ça aurait pu se raconter par petites touches avec un doute, Mysterio qui pense, lui, non, il a trop confiance en Escobar, malgré les soupçons, il lui fait confiance. Et voilà, on aurait pu rester là-dessus pendant un certain temps, avoir ce doute, un Mysterio qui reste confiant, malgré les soupçons. Mais là, non, en fait, boum, ça y est, il turn heel tout de suite. J'ai trouvé ça assez brutal, c'est dommage. Même si le fait qu'il tourne heel, c'est pas le problème, et c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais voir. Mais je trouve que ça n'a pas été bien monté, bien construit. Contrairement, voilà, justement, actuellement, à ce qui me plaît le plus à NXT actuellement, c'est l'histoire entre Carmelo Hayes et Trick Williams, qui, là, pour moi, est vraiment super bien racontée. Où chaque semaine, on prend son temps, on plante une graine de plus, et on est dans l'incertitude, savoir qui va tourner sur qui, et si ça va arriver déjà, et on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais on prend son temps, semaine après semaine, on plante une petite graine, et voilà, et ça donne envie de voir la suite, et c'est ça que j'aime bien dans le catch, et là, et ça c'est bien fait, et là, je trouve que ce qu'ils ont fait entre Mysterio et Escobar, c'était mal fait, c'était trop brutal, et puis bon, un acting assez quand même assez pauvre, hein. C'était très telenovela, hein, ce qu'on a vu dernièrement là avec Zelina Vega qui vient gifler Escobar. Bon, c'était assez grossier. Carlito qui arrive, bon voilà, un Escobar un peu jaloux que Carlitos ait été intégré à la LWO et qu'il s'est un peu éclipsé Escobar dans l'affaire. Il renvoie même Cruz del Toro et Joaquin Wilde au vestiaire, voilà, il les dégage, hein, il les considère comme des poids morts. Voilà, bon ben là il turn heel quoi. Alors bon, ce qui m'étonne c'est qu'il est tout seul dans l'affaire, hein, il se retrouve avec toute la LWO face à lui. Est-ce qu'il va ramener du renfort? Je crois pas parce que je vois pas qui pourrait ramener surtout. Il y a encore un Dragon Lee mais bon Dragon Lee il est trop babyface, je vois pas là-dedans et puis même il y aura quand même un gros surnombre quoi qu'il en soit. Donc non je pense qu'il va rester tout seul dans l'affaire. Mais en tout cas oui bien sûr que ça me donne envie cet Escobar Mysterio et je veux un vrai bon match de niveau pay-per-view et même en pay-per-view entre les deux. Quand Mysterio sera rétabli, mais il faudra aussi qu'ils prennent le temps de bien raconter l'affaire. Et ben par rapport par rapport au pronostic, évidemment Escobar doit gagner. Carlito, on s'en fout. Enfin Carlito, c'est un vieux. Enfin dire c'est quelqu'un qui revient, voilà, et qui va se coucher pour Escobar. Il va le mettre over. Il y a absolument aucun autre résultat possible. Je veux dire si Carlito gagne, c'est une catastrophe. Ce serait une énorme erreur. J'imagine pas Triple H commettre une erreur pareille. Ils peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils viennent tourner heel. Escobar, la lumière, elle est sur lui, quoi. Donc c'est lui qui doit plier l'affaire et battre Carlito. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Enfin, de toute façon, Carlito, je pense pas qu'il puisse durer maintenant trop de temps dans un ring. Et puis sinon, on va se faire chier. Donc il faut
faut pas que ça traîne. Alors il peut y avoir peut-être des petites interventions extérieures, hein, de la LWO, alors pas de Mysterio, hein, qui en plus apparemment oui c'est vraiment fait opérer, hein, ça c'est la réalité, donc on ne va pas le revoir tout de suite, Rey Mysterio, mais le reste de la LWO, bon, il peut y avoir un petit peu de drama, voilà, un Escobar qui va peut-être vouloir blesser Carlito pendant le match, ou voir peut-être après, et puis intervention de la LWO, ouais, on continue l'histoire, mais en tout cas il faut absolument qu'il s'impose, Escobar, c'est clair et net. Et voilà, j'en ai déjà trop fait, j'ai trop parlé sur ce match, et qui pour moi n'a aucune place, n'a pas tout sa place au Survivor Series, absolument pas. Et donc voilà, victoire d'Escobar, c'est indispensable. Le match suivant, Zoe Stark contre Rhea Ripley, donc pour le Women's World Championship, détenu par Rhea Ripley bien entendu. Ben voilà, bon moi j'attendais plutôt Nia Jax, hein, parce que j'en sentais venir. Bon, ils le font toujours pas, ce qui m'inquiète un peu, je pense qu'ils jouent toujours à la montre. En tout cas, bon, ben, Zoe Stark a gagné un peu par surprise, je trouve, une bataille royale avec pratiquement, on va dire, tout le roster féminin d'Euro. Une bataille royale qui était pas géniale, je trouve. En tout cas, elle bat quand même Shayna Baszler, hein, sa propre partenaire à la fin. Donc voilà, c'était plutôt une bonne histoire de ce côté-là. Et on a éliminé Nia Jax, hein, plusieurs, voilà, qui était la plus grande menace. Et une bonne mise en avant d'Ivy Nile quand même. J'étais content de voir ça. C'était cool de voir Ivy Nile en valeur, hein, qui était quand même présente vers la fin. Ben, voilà, donc on a ce match. Mais oui, alors c'est une belle affiche. Ça va être plutôt bon dans le ring. On a deux filles aussi badass. Voilà, je pense que il va y avoir une bonne alchimie. C'est un match aussi. Enfin, le fait que Zoe Stark ait gagné la bataille royale, finalement, ça peut se comprendre par rapport à ce qu'on avait pu constater lors de Crown Jewel, quoi, où c'était clairement la MVP du match. Hein, c'est ce que j'avais dit. C'est celle qu'on avait vu le plus à son avantage. Et finalement, je pense que c'était parce qu'il fallait déjà la préparer en tant que future challengeuse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc finalement, ça, avec un peu de retard, on comprend maintenant, avec un peu de recul, on comprend mieux pourquoi c'est elle qui est désignée comme challengeuse. Voilà, le match peut être cool. On a deux bonnes catcheuses. J'attends de voir ce que ça va donner in ring. Ça peut être bien. Ça peut être bien raconté. J'espère qu'il n'y aura pas d'overbooking, qu'on va juste rester entre les deux. Pas d'intervention du Judgment Day, pas de Shayna Baszler. Voilà, moi je veux vraiment que ça reste dans les règles de l'art et pas on nous mette du Raquel ou du Nia Jax ou du Shayna Baszler autour. Ça serait vraiment dommage. Faut leur laisser un bon 10-12 minutes et ça sera déjà très bien. Maintenant, bon, le pronostic, faut quand même pas rigoler. Victoire de Rhea Ripley, hein, à nouveau. C'est toujours pas le moment, hein, pour Rhea Ripley de perdre son titre, même si c'est un pay-per-view du Big Four, que ça pourrait être le moment de le faire. Mais là, non, en fait, non, 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 il faut au moins qu'elle reste comme ça, je dirais même jusqu'à Mania, à minima. Et puis bon, bah, il y a toujours Nia Jax qu'on nous a pas mis face à Ripley, donc ça c'est protégé. Et puis surtout Becky, quoi. Pour moi, c'est la boss finale du game, quoi. C'est Becky contre Rhea, et c'est ça qu'on doit nous mettre, je pense, à Mania. Et c'est ça qu'on attend. Donc pour l'instant, bah, Rhea, elle reste Rhea, quoi. Donc elle reste la championne, elle reste la patronne du Judgment Day, la patronne des femmes du côté d'Euro. Et voilà, tout simplement. Et là, ça pue la challengeuse de transition pour Zoe Stark, quoi. Donc, bah bon, elle va perdre, Zoé, mais je pense qu'il y aura une bonne mise en avant. On continuera de la mettre en valeur, hein, comme on a pu le voir de temps à autre. Parce que bon, c'était dommage que le fait qu'elle se soit retournée contre Trish, ça ne l'a pas servi finalement, hein, par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Là, il y a une nouvelle mise en avant, donc c'est plutôt cool pour elle. Mais challenge de transition, en fait, c'est un peu le rôle de Chotzi l'année dernière, quoi. Sauf que là, franchement, on peut s'attendre à un match bien meilleur là que le Chotzi Ronda, hein, qui était vraiment très très mauvais. Hein. Ça, là, celui-là, c'était vraiment un très mauvais souvenir. Voilà, donc un match moi que j'attends, qui peut être vraiment très cool. Ça sera pas un 4 étoiles, mais ça peut être un facile 3,5. On verra. Moi, je suis plutôt curieux de le voir. Ça va être cool. Voilà, mais pour le suspense, c'est quand même assez limité. Voilà, le match suivant. Gunther contre le Miz pour le titre intercontinental. Voilà, donc comme j'en avais un petit peu parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. Bon, bah, mais le Miz, on est en train de le tourner face. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que bon, pour moi, c'est un heel naturel. C'est un des plus gros heels que la VVE ait connu ces dernières années. Enfin, elle a même une émission sur le network, la This is Awesome, qui propose des tops là, à chaque fois. Et la dernière émission, c'était sur les plus grands vilains, les plus grands heels finalement de la VVE. Et le Miz était dedans, quoi.
Donc évidemment que c'est un heal quoi, c'est un heal naturel. Et moi j'aime le détester, j'aime pas le supporter. Voilà, c'est ça la différence. Et moi le mise en face, je suis pas fan, je suis pas fan du tout. Et proposer un mise en face, ou en face, hein, sans jeu de mots, de Gunther, bon, moi je suis pas fan et on a l'impression qu'ils ont fait ça pour donner un challenger face justement à Gunther en attendant. Hein, c'est encore, ça pue encore le challenger de transition et il fallait donner quelqu'un d'autre, voilà, quelqu'un de nouveau, de différent. Et voilà, maintenant on passe aux mises, mais en face. Voilà. Bon, en toile de fond, il y a quand même toujours une petite histoire qui est sympathique hein, entre ce qui se passe par rapport à ce qui se passe au sein de l'Imperium, entre Kaiser, Vinci, ou voilà, c'est pas forcément l'entente parfaite, où ça se joue un petit peu au petit chouchou, hein, pour essayer de plaire au maximum à Gunther. Là, bon, voilà, c'est plutôt Vinci là qui a enfin, je dirais, reçu des félicitations de la part de Gunther, à la grande surprise de Kaiser. D'ailleurs, bon, ça sera intéressant de voir si finalement, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a peut-être un push solo à venir pour Kaiser. Est-ce que c'est pas justement peut-être le début de la fin pour Kaiser? Alors que depuis le début, on a l'impression que c'est plutôt Kaiser qui est dans les petits papiers de Gunther, mais là, le dernier row, est-ce que c'est pas finalement le tout début, peut-être de la scission et un Kaiser qui volera peut-être de ses propres ailes plus tard? Bon, voilà, ça on verra bien, hein. Mais et que finalement le Vinci qu'on pensait peut-être être le maillon faible, ce serait peut-être pas lui qui va dégager, hein. Voilà, ça serait peut-être ça la surprise. Mais voilà, donc peut y avoir des petites choses intéressantes en termes de storytelling. Ça peut avoir son rôle à jouer dans le match justement de ce Gunther Mise. Euh, voilà, bon, il y a eu des petits échanges sympathiques en backstage entre le Miz et Gunther, hein, parce que le Miz il se sent quand même beaucoup oublié et sous-estimé par Gunther qui lui trouve que c'est un clown. Voilà, c'est pas rien à voir avec son catch à lui. Forcément, ça n'a rien à voir. Et le Miz, il le rappelle son palmarès, quoi. 8 fois champion intercontinental, il peut devenir le 9e, et il est le plus grand champion intercontinental pour lui et pour le Miz, c'est lui le plus grand. Et Gunther, évidemment, pour lui, c'est lui. Donc c'est finalement un peu un match entre qui est le meilleur champion intercontinental de l'histoire, hein, en quelque sorte. Hein. C'est vrai que finalement, on pourrait se dire, oui, bah finalement, est-ce que c'est pas ces deux-là qui sont les meilleurs, les plus grands champions intercontinentaux de l'histoire? Alors, la question pourrait se poser. Hein. Voilà, bon, en tout cas, ça peut tourner autour de ça. Voilà, des petits échanges qui étaient sympas au tout début du Miz TV et qui avait un peu spoilé aussi d'ailleurs la victoire du Miz hein, dans le Fatal 4-Way pour désigner le challenger numéro 1 avec probablement un botch avec Ricochet là qui évidemment euh, qui avait pris ce coup du lapin en faisant un Hurricane Rana absolument insensé et il s'est fait très mal et d'ailleurs il y a une commotion hein, non, Ricochet et je pense que ce qui a occasionné ce botch avec ce double pin, qui aurait dû avoir lieu, je pense. Je pense que pendant que le Miz faisait le pin sur Bronson Reed, Ivar, je pense, aurait dû aussi faire le pin sur Ricochet, ce qui aurait occasionné un double vainqueur finalement, Ivar et le Miz, et on aurait fait le match entre les deux pour désigner le vrai challenger. C'est ce qui finalement, et puis on a eu ce match entre Ivar et le Miz d'ailleurs. Hein, et c'était pas pour désigner le challenger à ce moment-là, mais je pense que c'est ce qui aurait dû se passer et que Ricochet n'aurait pas dû se dégager comme on a pu le voir. Bon, voilà. En tout cas, bon, ils sont quand même retombés sur leurs pattes, hein, ils s'en sont sortis avec le Miz qui reste quand même du coup le challenger et qui a battu à Ivar. Bon, et ils ont protégé l'affaire avec l'intervention aussi de Bronson Reed. Hein, donc du coup, ça permet aussi au Miz de prendre du momentum et de se diriger vers Gunther tranquillement. Et du coup, hop, tout à coup mettre de côté les deux big men, Ivar et Bronson Reed. Voilà un peu comment ça se passe, je veux dire, du côté de la mid-card et du titre intercontinental. Pour le pronostic, pour l'instant, c'est vrai que je suis très heal dans les pronostics. Hein. Escobar, Ripley, là, à nouveau je vois pas autre chose qu'une victoire de Gunther. Celui qui doit prendre le titre à Gunther, si ça doit arriver, il faut que ce soit un gros babyface bien établi pour moi. Et pour moi, enfin le Miz, le mec qui vient de tourner face là, c'est tout récent et puis c'est tout sauf un babyface en plus. Donc c'est pas du tout le profil du gars qui va prendre le titre à Gunther. Enfin c'est insensé. Et c'est pareil que Ripley. Pour moi c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. On verra à Mania. Voilà, Mania ça peut être le bon moment, mais là non. Là non, Gunther peut pas perdre son titre contre le Miz quoi. Non, enfin et puis j'aurais
pas envie j'irais de popper, de me dire, ah super, you deserve it, etc., etc. Ça sera encore un titre de plus pour le Miz, hein, ça va, il en a eu assez de titres intercontinentaux. Et puis voilà, j'ai envie que ce soit un babyface méritant, qui est pas forcément un habitué des titres, quoi. Donc le Miz, non, 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 c'est un challenger de transition, je vois pas autre chose, quoi. Donc voilà, donc victoire de Gunther. Le Miz peut nous surprendre, hein, on sait qu'il en est capable, hein, par moment il est capable de bien se démerder et de déployer du bon catch. Il va tricher un peu de temps à autre, il va peut-être céder des cordes, enfin, forcément il va faire un peu le heel, même s'il est face du coup actuellement, mais il y a toujours ce petit côté heel quand même qui va forcément ressortir, hein, ce petit côté opportuniste toujours. Il va le faire, je pense. Mais il peut faire des bonnes choses, hein. Il peut faire des bonnes choses. Avoir deux trois near fall bien sentis de la part de Gunther pour nous faire croire que bon, mais ouais, rien de plus quoi. Donc victoire de Gunther. Voilà le match. Bon, ça sera pas non plus un 4 étoiles, hein, à nouveau comme le match précédent. Je voudrais plutôt un 3,5 quoi, à tout casser. Maintenant avec Gunther et un Miz qui peut ramener son A-game, bah peut-être que ça peut monter à 3 quarts. On sait jamais. On verra bien. Allez, maintenant on va passer au match suivant. Le Wargames féminin, donc qui finalement est bien un Wargames, avec du côté des faces, Shotzi, Becky Lynch, Charlotte Flair et Belair, et de l'autre côté, on va dire Damage Control 2.0, hein, on va appeler ça comme ça, Io Sky, Bayley, Asuka, Kairi Sane. Visiblement, on va rester sur du 4 contre 4, hein, on est plutôt, là d'habitude on est sur du 5 contre 5, mais vu la configuration, les femmes en présence, il y a absolument pas besoin, et puis je vois pas qui pourrait ajouter si vous voulez ajouter une cinquième des deux côtés. Dakota Kai est blessé, donc ils peuvent pas le faire. Et puis chez les Faces, non, non, là ils peuvent pas non plus. Enfin, là on a ce qu'il faut déjà. Donc on va rester sur du 4 contre 4. Autant chez les hommes, je pense qu'on va faire du 5 contre 5. Mais là non, on a suffisamment, je pense, on a toutes les filles en présence. Ce match justement suit ce qui s'est passé à Crown Jewel, hein, le retour de Kairi et donc ce heel turn, ce nouveau turn, un nouveau d'Asuka, hein, qui retourne beaucoup sa veste, hein, ça quand même, ça commence à faire beaucoup pour finalement se rallier alors pas vraiment à Bayley, on va dire que c'est plus à ses compatriotes, hein, et notamment avec Kairi Sane, hein, forcément, les Kabuki Warriors, on a vu que voilà, elles se sont jetées dans les bras à un moment donné quand elle a fait le Mist à Bel Air. À nouveau donc un turn donc de Asuka et cette alliance japonaise et une Bayley qui se retrouve un peu mêlée à tout ça, mais avec un peu de crainte parce elle est leader d'un clan, mais dans lequel elle est de moins en moins, je dirais, leader justement, où elle est finalement, elle est pas loin d'être éjectée, hein. On se demande si ça va pas arriver du jour au lendemain, quoi. Et elle est très très cernée, on va dire, par les trois japonaises, quoi. Voilà, bon, il y a des petites histoires qui peuvent être sympathiques par rapport au storytelling. Kairi, bizarrement, alors que c'est quelque chose que j'avais évoqué en plus récemment, c'était évidemment la dernière fois qu'on l'avait vue, elle s'était fait agresser par Bayley backstage. Elle lui en veut pas, on l'a remis les images, hein. Ils avaient remis les images en plus et j'en avais parlé de cette dernière présence de Kairi chez VVE avant son retour. Elle pardonne Bayley, bon, bizarrement. Bon, bref, alors maintenant, on verra si elle joue pas double jeu, si ça va pas se retourner finalement contre Bayley à l'arrivée. Mais en tout cas, pour l'instant, elle lui pardonne. Et puis bon, voilà, pour l'instant, on a ce damage control qui a une bonne gueule, hein, évidemment. Hein, les 5 filles, voilà, c'est plutôt, on a 5 bonnes catcheuses hein, en soi. Hein. Donc c'est pas dégueulasse. L'entente n'est pas des plus parfaites, hein, ça c'est moins qu'on puisse dire. C'est, on va dire, une configuration service classique, hein, que ce soit un 5v5 traditionnel ou un match de Wargames. La tradition, c'est toujours ça, c'est qu'on ait des équipes un peu en tension, quoi, avec deux éléments notamment qui s'entendent pas des masses, quoi. Et du côté des faces, on peut le dire, voilà, avec notamment, en particulier Becky Lynch et Charlotte Flair. Voilà, bon, là je trouve que c'est monté un peu plus de briquet de broc cette équipe. Voilà, on a pris dire les faces de SmackDown. Et en plus, comme il n'y avait pas assez de face, hein, et puis bon, on a retiré Miyahim et Zelina Vega parce que bon, c'était peut-être pas assez vendeur, pas assez, ça manquait de star power. Du coup, on a été chercher Becky Lynch qui est même pas relié à SmackDown, et pour que Flair donc passe ce coup de fil.
Ah donc, et pour qu'on puisse retrouver donc Flair et Becky ensemble, hein, on sait que ça s'était pas toujours très bien passé dans le passé, hein, on en avait déjà parlé, ces échanges de ceinture un peu tendus, voilà, où on se demandait si c'était work ou pas work, hein, c'était limite. Mais voilà, il y a eu deux gros égos en tout cas, voilà, bon bah, forcément ça va rentrer en ligne de compte dans la narration du match. Belair, bah, qui a été aussi évidemment en feud avec Becky Lynch, pour finir par se respecter, hein, finalement. Euh, on n'a pas encore eu de vrai feud entre Belair et Flair, ça va arriver, je pense. Et une Shotzi, bon, qui est un peu plus, voilà, qui est là parce que bon, là, on l'a un petit peu vite fait associé à Flair, donc bon, c'était, on sentait qu'il allait avoir probablement une association dans le cadre des Wargames, quoi. Voilà, et donc ils l'ont fait. Shotzi, Flair, bon, j'ai du mal à les voir bien s'entendre toutes les deux et je vois pas vraiment une association naturelle entre les deux, mais bon, bref. Voilà, on a vraiment fait avec les moyens du bord, hein. C'est pour ça que c'était moins naturel cette association. Euh, et donc on se retrouve avec un 4 contre 4 qui, bon, qui a plutôt une bonne gueule, je dirais, hein, même si au niveau construction, il y a beaucoup à redire. Euh, il y aura une bonne narration, ça c'est sûr. Un clan heal, on va voir comment Bailey va s'en sortir, parce qu'elle peut tout à fait être le maillon faible et se prendre le pin, et là, ça va être ça va être vraiment mal parti pour elle, et de plus en plus mal parti. Elle peut se faire éjecter à tout moment, surtout donc si elle prend le pin. Et de l'autre côté, bon bah oui, Belair, Becky, Flair, comment ça va se passer. Il peut pas y avoir évidemment, c'est le type de match où il peut y avoir beaucoup de bordel et de la misco en tout genre. Belair, pareil. Est-ce que Belair va pas aussi merder avec Becky ou inversement, relancer un peu les tensions du passé. Shoddy, bon, Shoddy, c'est juste que oui, bon, bah, elle a eu des problèmes avec Bailey, hein, une storyline voilà, qu'on a vu dernièrement, il y a quelques temps, qui n'a pas été toujours très bien suivie, hein, il y a eu beaucoup de creux. Elle a repris avec beaucoup de retard. Et après une longue période de creux, ce qui est avec justement ce coupage de cheveux là, qui est du coup cette coiffure maintenant nouvelle pour elle. Et voilà, mon Flair aussi qui a eu aussi des problèmes avec les japonaises, hein, notamment dernièrement, et puis qui connaît évidemment très bien Bailey. Donc oui, il y a des associations, il y a des choses à raconter. Ça peut être un bon match. Maintenant, bon, c'est toujours le même problème avec les wargames, quoi. C'est cette règle qui est pas toujours évidente et qui manque toujours un peu, je dirais, de cohérence, c'est-à-dire attendre que tout le monde, que toutes les filles soient dans le ring pour que le match soit officiellement lancé et qu'on sonne la cloche. Donc finalement, t'auras beau défoncer ton adversaire bah, ça sert à rien. En fait, tu peux pas faire le tomber, tu peux pas soumettre. Puisque ça sert à rien, puisque toutes les filles ne sont pas encore dans le ring. Donc c'est déjà bon assez particulier, ça c'est propre voilà à cette stipulation. Et à noter, c'est la première fois que ça arrive que oui, l'avantage numérique, hein, le fameux avantage numérique pour chaque wargame, c'est toujours comme ça, bah, va être attribué donc par le public. Ça va être sponsorisé justement par Ruffles, on le voit en bas à droite, hein, c'est une marque de chips, et il y a une page dédiée sur le site de la VVE qui permet de voter. Moi j'ai voté personnellement, voilà, le public peut choisir quelle équipe aura l'avantage numérique, hein, qui peut évidemment avoir son importance. Même si finalement, quand on regarde, ne serait-ce que l'année dernière, bah, les deux équipes qui avaient l'avantage numérique ont perdu. On se souvient que la Team Face chez les hommes avait perdu contre la Bloodline alors qu'elles avaient l'avantage numérique. Et du côté des filles, bah, c'était Damage Control qui avait l'avantage numérique qui ont finalement perdu contre la team Face, quoi. Donc l'avantage numérique, hein, évidemment, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça n'a pas forcément, ça donne pas forcément le résultat escompté. Par rapport au pronostic, alors c'est pas évident à pronostiquer, mais pour l'instant je partirais plutôt vers la victoire de la team Hill, donc la team Damage Control 2.0 qui est un clan, on va dire, nouvellement formé, hein, on va dire, remodifié, remodelé, qui a besoin bah, de prendre du momentum, même si évidemment on pourrait aussi raconter des bonnes choses avec une défaite, notamment de Bailey, qui en remettrait, j'irais, de la zizanie au sein du groupe. Mais ça me semble un peu tôt et on est encore trop loin de WrestleMania et un peu à l'image justement de ce qui s'est passé avec la Bloodline dernière où je m'étais fait avoir.
Je me rappelle, je m'étais fait avoir où je pensais que ça allait mal se passer avec Sami Zayn. Finalement, ça a été le MVP et on ne l'a pas. Au contraire, c'est lui qui a tout sauvé, quoi. Et on a continué de raconter finalement un Sami Zayn qui prenait de plus en plus sa place au sein de la Bloodline. Et on a pris du temps, on a pris son temps, et avant que ça soit la déchéance. Voilà, ils ont pris leur temps, et je pense qu'ils vont faire un peu la même chose avec notamment Bailey, qui pourrait justement être la Sami Zayn de l'équipe. Ça pourrait être intéressant, une Bailey qui finalement pourrait être le maillon fort en dépit voilà, des filles qui l'entourent et de tous les doutes qu'il pourrait y avoir par rapport à sa légitimité en tant que leader, et qui pourrait justement se révéler et être bien mise en avant, hein, ce qui serait pas mal pour elle, puisque ça fait finalement on la voit pas beaucoup en avant, hein, elle fait beaucoup la manageuse ou alors elle catch très peu, hein, Bailey mine de rien, donc ça pourrait être un élément dans un premier temps fort, pour redonner un peu de, je dirais, d'élan et un niveau un peu de confiance au sein de Match Control, pour qu'elle se reprenne un peu, se rachète une conduite et qu'elle vraiment s'impose vraiment comme la vraie leader quoi du clan et qui ait moins de soupçons, moins de doutes envers elle, pour qu'évidemment il y a cette déchéance, un peu comme Sami Zayn, à nouveau, et qu'elle se fasse lyncher, on va dire, par Damage Control, mais par les japonaises, mais que ça prenne son temps, qu'on prenne son temps. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'on irait. Voilà, je le verrais comme ça. Donc victoire plutôt des Heels. Et puis face à une équipe qui, voilà, qui est trop bancale, je dirais, montée de briques et de broc, comme je l'avais dit. On nous a protégé aussi d'ailleurs la fiche, hein, toujours entre Io Sky et Flair. On l'a bien vu dans la bagarre qui a eu à SmackDown. Il y a eu un face-off entre Sky et Flair, et on sent très bien que c'est un match qui doit arriver à un moment donné. On verra quand. Ça sera peut-être au Rumble, on verra. Mais forcément, c'est une affiche qui doit avoir lieu, hein, parce que Flair, elle se fait avoir à chaque fois, et mine de rien, elle est quand même toujours protégée. Il y a toujours un truc qui fait que, bah non, elle arrive pas, elle prend pas le titre. Donc on protège et parce que bah oui je pense qu'il garde sa légitimité on va dire au show, et pour avoir son face-off avec Io Sky en une contre une quoi. Donc je pense que c'est ce qu'on va avoir. Donc il y aura forcément des échanges entre les deux qui vont être intéressants. Peut-être que Flair fera le pin sur Sky, on sait jamais, mais j'y crois pas, hein. Je reste sur la victoire des Heels. Et évidemment, Shotzi est vu comme l'élément faible, hein, de cette team face. Shotzi serait, je dirais, la candidate toute trouvée pour prendre le pin, hein. Et Bailey, bah, je serais pas étonné que Bailey fasse le pin, justement. Ce serait un peu la bonne petite surprise, et je pense que ça pourrait arriver. Elle pourrait aussi être bien sûr la candidate à la défaite, mais dans mon scénario, plutôt la victoire de Bailey, et sur Shotzi. Voilà. Et évidemment des petites tensions entre Becky et Flair. Voilà, on ravive un peu les tensions. Bon, sans aller plus loin, hein, parce que bon, les deux n'appartiennent plus à la même bande, et puis il n'y a pas besoin de refaire une storyline, de refaire une rivalité, hein, ça sert à rien. Mais on peut peut-être déjà planter des graines entre Belair et Flair, hein, parce que là aussi c'est une autre rivalité qui n'a pas été faite dans le main roster. Donc on peut aussi déjà planter quelques petites graines de petites rivalités entre Flair et Belair, pour que plus tard, bien plus tard, Flair soit celle qui prenne le titre à Sky, et puis qu'on ait le Flair Belair à Mania. Voilà, ça peut être un peu ça l'avenir autour du titre de SmackDown, quoi, féminin. Voilà, en tout cas, il y aura du storytelling, c'est sûr. Io Sky, comme d'habitude, elle est là pour faire son fameux moonsault depuis le sommet de la cage, hein, c'est du grand classique. Kairi Sen, son insane elbow aussi depuis peut-être le haut de la cage, ça c'est possible aussi, ça sera très beau à voir. Voilà, il y a des filles expérimentées, ça sera plutôt de bonne qualité. J'espère que ça sera pas trop brouillon, pas trop botché, qu'on va pas avoir des creux, hein, souvent le même problème avec les matchs de Wargames. En tout cas, il y a de quoi faire un match, je dirais, décent. On verra, ça sera pas facile à évaluer, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours très bordélique, il y a beaucoup de choses à suivre, mais j'ai quand même pas mal d'attentes. On verra, je vois pas d'intervention extérieure maintenant. Bon, il y a toujours ce point d'interrogation autour de Jet Cargill qui pourrait être aussi un élément, ah, qui pourrait être aussi intéressant, si elle veut s'en prendre peut-être à une Becky Lynch par exemple, venir distraire les choses. Bon, on est dans une cage. Maintenant, on peut toujours rentrer, hein. Il y a toujours des moments où la porte s'ouvre, hein. Donc,
rien n'est impossible. Donc on verra, hein, il faudra peut-être pas exclure Jade Cargill de l'équation. En tout cas, voilà, bon, on attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, victoire de Damage Control. Et on termine avec le main event, hein, probablement, à savoir le Wargames masculin, avec le Judgment Day au complet, avec maintenant JD McDonough, on le sait maintenant, qui est officiellement membre du Judgment Day depuis cette semaine, euh, qui a gagné sa petite veste de cuir du Judgment Day, ça y est, hein, il a prouvé sa valeur et il a prouvé sa loyauté. Et donc il est avec Dominic Mysterio, Damien Priest et Finn Balor contre la Team Face. Voilà, bon, elle est pas trop surprenante hein, quand on la regarde. Sami Zayn, Rollins, qui pouvait être le doute éventuellement. On savait pas si elle allait avoir un match de championnat ou si elle allait être de l'équipe dans la Team Face. Ils ont opté pour ça finalement. Jey Uso et Cody Rhodes. Voilà, donc en gros tous les babyface d'Euro face au Judgment Day. Hein, c'est pas trop surprenant comme affiche, hein, on le sentait venir depuis de longues semaines. Contrairement aux filles, justement, je trouve que ça a été plutôt bien construit. Au moins, ils ont fait ça bien en avance, hein, bien avant Crown Jewel même, avec évidemment un clan heel ultra présent. Qui se croit tout permis et qui veut dominer Raw, hein, comme ils le disent souvent, et puis des faces qui essayent de s'opposer, quoi, et avec beaucoup d'affiches hein, qu'on a pu voir entre les uns et les autres, quoi, et notamment autour des titres tag, comme on l'a pu le voir dernière fois lors du dernier Raw. Et évidemment, bon bah là, le visuel est pas complet, puisque évidemment, on a eu ce choc qu'on sentait venir de plus en plus, à savoir, on peut le dire maintenant, le heel turn officiel de Drew McIntyre, qui serre la main en plus de Rhea Ripley pour venir porter un Claymore à Jey Uso et faire que au final, les Damien Priest et Finn Balor conservent leur titre face à Cody et Jey Uso. Donc ça y est, il a vendu son âme au diable, ça y est, il a pris sa décision, Drew McIntyre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il se rallie au Judgment Day. Ça va être plus toujours, je dirais, une alliance de circonstances pour le Wargames, mais ça n'a rien à voir avec Drew qui se rallie au Judgment Day. Hein, c'est pas, il a rien à voir dans le clan en soi. Hein, c'est pas du tout, ça sera pas le but. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout une histoire d'ennemis communs, quoi. Parce qu'on sait très bien que depuis le début, que Jey Uso, la draft, on va dire, le passage de Jey Uso à Raw, bah, il a jamais digéré ça, Drew, avec les problèmes de la Bloodline. Voilà, il a jamais fait confiance à Jey Uso. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'il fait le Claymore et c'est sur lui qu'il turn finalement. Donc ça fait sens. Il y a des petites tensions avec Rollins. Hein, bon, il lui tend la main finalement hein, en guise de fair play, on va dire, par rapport au match de Crown Jewel. Mais bon, on n'était pas sûr de sa sincérité. Voilà, en tout cas, lui, il la joue plutôt solo. Hein. Je pense que là, c'est juste parce que c'est ce qu'il avait envie de faire. Ça lui sert ses intérêts. Ses propres intérêts et là bon c'est une alliance de circonstances voilà il sert la main de Rhea qui a bien mené sa barque en coulisses et on a donc Drew qui pour l'instant n'est pas sur le visuel parce que c'est pas encore annoncé comme un 5v5 mais un 4 contre 4 mais il est fort à parier que ça sera un 5 contre 5 et puis bon bah on lit les nouvelles hein, les dirt sheets voilà et ça s'accorde largement pour dire qu'il va y avoir un 5 contre 5. Drew McIntyre était déjà donné comme un élément du clan Hill et c'est ce qui s'est passé, enfin c'est ce qui est en train de se passer et en plus bon bah ça veut dire qu'il va y avoir un cinquième membre mystère. On va voir s'il sera mystère jusqu'au bout ou pas, ou si on va le révéler avant. Et ben, je pense que, honnêtement, il y a plusieurs options sur la table. Hein. Évidemment, il y a plusieurs options sur la table. Du SmackDown, là, de dernier SmackDown, on a vu Cody qui a sauvé LA Knight. On a l'impression que LA Knight pourrait être un candidat sérieux, pour être le cinquième, évidemment. Moi, ce qui me pose problème dans tout ça, c'est que là, c'est le Judgment Day en face. LA Knight n'a strictement rien à voir là-dedans. Son ennemi actuel, c'est la Bloodline à LA Knight, hein, puisque ça se passe du côté de SmackDown. Lui, il est pas du côté de Raw, LA Knight, donc c'est pas le Judgment Day, c'est pas son affaire.
Donc ça peut être ou alors juste Cody qui cherche à recruter, hein, on va dire. Ça sera peut-être ça l'idée, mais en soi, LA Knight n'a strictement rien à faire là-dedans. Et AJ Styles, donc toujours, c'est bizarrement pas de retour. Hein, je l'attendais après Crown Jewel, ça n'a pas eu lieu finalement. C'était pourtant annoncé. Donc je me disais bon il va y avoir un LA Knight Jimmy Uso là cette semaine. Bon en fait ils attendaient ce match pour qu'il fasse son grand retour et qu'il fasse un save éventuellement. Et ben non, même pas, toujours pas. Et c'est Cody qui fait le save. AJ Styles toujours pas là, donc est-ce qu'il y a un problème? Pour l'instant j'ai pas entendu de news par rapport à ça ou de rumeurs, n'importe de quoi que ce soit là-dessus. Donc c'est assez étonnant. Donc est-ce que AJ Styles pourrait être le cinquième? Maintenant c'est toujours pareil. C'est pareil que LA Knight. Il a un problème avec la Bloodline, pas avec le Judgment Day. Il a rien à voir là-dedans. AJ Styles, c'est pareil quoi. Donc ça sortirait un peu de nulle part aussi. Et donc forcément j'en arrive à la troisième option qui semble peut-être la plus probable. Et évidemment quand t'as une source aussi fiable que Fightful qui en parle, il faut la prendre au sérieux, à savoir Randy Orton. Et j'en arrive à ma vignette, cette fameuse vipère. Mais est-ce que la vipère est au point? Ça y est, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est rétabli? Est-ce qu'il va s'ajouter, être le cinquième membre? Alors évidemment, si on nous réserve le mystère, alors, si on le laisse planer jusqu'à la fin et jusqu'au moment du pay-per-view, il y a fort à parier, oui, que ce soit pour un gros retour et que ce serait pour lui quoi. Et si c'est ça, la pop elle va être d'envergure, hein, c'est sûr que ça va être énorme. Le grand retour de Randy Orton, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand même il y a 1 an et demi, hein, c'était en mai 2022, lorsqu'il avait perdu les titres tag avec Riddle, hein, avec RK-Bro donc, contre justement la Bloodline, contre les Usos, on avait eu une grosse attaque sur Riddle, et une guillotine de Reigns sur Orton, et qui faisait dodo, et c'est la dernière fois qu'on a vu Orton, quoi. Donc c'était il y a 1 an et demi, mais là, vous me direz, c'est pareil. Orton, il a une unfinished business avec la Bloodline, en fait. Donc, c'est en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que le cinquième membre potentiel pour la Team Face, les candidats, finalement, ils ont tous un problème avec la Bloodline. Ils ont pas un problème avec le Judgment Day. C'est ça le problème, en fait. Alors maintenant, si c'est Orton, est-ce qu'on peut pas aussi considérer que, on a oublié ce qui s'est passé avec la Bloodline et voilà, c'est trop vieux maintenant et qu'il est passé à notre objectif quoi. Voilà, il est là pour dépanner, être dans les team face, avoir sa pop et puis voilà, et peut-être même décrocher sa victoire. Voilà, en fait, c'est pas plus que ça, et on oublie tout ce qui s'est passé avec la Bloodline. Bon, ils sont capables de le faire, hein, en fait, tout simplement, et pas se prendre la tête plus que ça. Euh, je vais pas envie de parler de voilà, parce que alors je sais, on est à Chicago, forcément, qui dit Chicago, quelqu'un qui n'est plus dans la compagnie d'à côté, mais dont je n'ai plus envie de prononcer le nom. Je n'ai absolument pas envie d'y croire, et je ne crois absolument pas en la possibilité que la VVE le récupère. C'est impensable, inenvisageable, et ce serait une énorme connerie. Et je peux vous dire que mon coup de gueule serait d'envergure si ça arrivait. Ça vous m'entendrez hein, lors de ma review, ça je le dirai tout de suite, mais je n'y crois absolument pas, c'est plutôt du troll, hein, ce qu'il nous fait, hein, ce gars, par rapport à sa possibilité de revenir en Survivor Series, au Wargames, hein, comme il nous fait plus ou moins teasing là sur les réseaux sociaux, bref, c'est lui tout craché, quoi, donc non, alors absolument pas, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie d'y croire. Pour moi, ce n'est pas possible. Mon choix numéro un, ce serait Randy Orton, qui évidemment en plus aurait de quoi avoir je dirais du répondant, et puis notamment par rapport à Drew McIntyre, hein, il a eu une longue feud avec McIntyre, donc il le connaît bien, donc ce serait aussi le bon pendant de Drew McIntyre du côté de la Team Face, forcément, forcément il connaît bien, alors pour rester aussi dans la logique des équipes en tension, il a eu des problèmes avec Seth Rollins, il a eu des problèmes avec Jey Uso, hein, justement, avec la Bloodline, hein, je venais d'en parler, et aussi, alors pour les nostalgiques, hein, c'est un peu plus ancien, évidemment, il y a eu cette association avec Cody Rhodes notamment, et puis Ted DiBiase avec la fameuse Legacy. Donc ça pourrait aussi raconter de belles choses. C'est à nouveau cette réunion, on va dire, cette ou quasi réunion complète de la Legacy, ça aussi ça pourrait être sympathique. Bref, évidemment pour la pop, pour le plaisir de le revoir, oui, Randy Orton, ce serait un très bon choix pour être le cinquième. Et à l'heure actuelle, je verrais surtout lui quoi.
Alors si c'est pas lui, bon bah à ce moment-là, ils vont opter pour la solution de facilité qui serait peut-être LA Knight, d'après si on regarde le dernier SmackDown, et peut-être AJ Styles, même si on partirait peut-être d'un peu trop loin, vu que là on l'a pas vu dernièrement, et puis que le pay-per-view est surtout dans une semaine, quoi. Donc il y a plus assez de temps, quoi. Ça sortirait un peu trop de trop loin en fait. Ça serait trop tard. C'est trop tard, je pense, pour AJ Styles. Bon bah si c'est LA Knight, bon ça peut avoir du sens, même si je trouve que c'est dommage parce qu'il a rien à faire avec le Judgment Day, il a rien à voir. Ce serait plus une alliance de circonstances. Bon, je serais pas, je suis pas, je trouverais pas que ce serait le choix le plus judicieux les Knights, mais bon, ils sont vraiment capables de le faire. Hein, on a l'impression qu'ils vont le faire même d'ailleurs. Mais je vais rester sur Orton et puis je fais confiance à Fightful qui est la source la plus fiable du business. On verra. Et puis je vois une cote aussi qui a circulé où évidemment Orton a une cote très favorable pour être le cinquième membre, puisqu'on sait déjà, hein, voilà, que ça va se terminer en 5 contre 5 hein, cette affaire. Ça sera pas un 4 contre 4 comme le visuel le montre actuellement. Donc le visuel est pas à jour pour l'instant. Bah là, en termes de storytelling, on y est bien, on est très très bien. Et puis on n'oublie pas que actuellement, on a Damien Priest là qui a commencé un peu à craquer là face au coup de pression un petit peu de Cody Rhodes là par rapport au fait qu'il y ait un leader. Hein, il a un peu de visé là où ça faisait mal. Priest, ça l'a énervé. Et finalement, il a fini par lâcher que c'était lui le leader. Et donc là, ses partenaires se sont un peu, eu une drôle de tête. Mais Rhea finalement en backstage, bon bah elle a fini par dire quand même, ouais bon bah ok, on va te donner les pleins pouvoirs finalement, on va te donner le contrôle des opérations. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord les gars, ils étaient d'accord. Donc finalement, on va donner les clés du camion à Damien Priest. Donc c'est lui qui va finalement être un peu le leader et le chef des opérations pour ce Wargames. Donc évidemment ça va avoir une importance aussi capitale dans le cadre de la narration de ce match. Par rapport aussi au camp d'en face, bah, à nouveau hein, les équipes en tension et on pense évidemment à Rollins et Cody qui sont finalement les deux éléments les plus en tension de l'équipe quoi. On nous l'a raconté lors du dernier Raw, on nous l'a raconté encore avant où Rollins avait bien redit qu'il aimait pas Cody, il le respecte mais il l'aime pas. Cody lui il a quand même fait le travail qu'il fallait en coulisses pour venir voir Rollins, lui parler en tête à tête et lui dire bon voilà je sais que tu m'aimes pas mais est-ce que tu peux au moins voilà on peut se détester 364 jours par an mais je te demande juste une fois une journée dans l'année qu'on fasse cause commune hein, le coup classique les ennemis de mes ennemis sont mes amis donc voilà on fait cause commune on se serre la main et je te demande juste est-ce que t'es ok c'est bon on va y aller ensemble voilà et ça il y a le respect bon ça a l'air d'aller, mais évidemment, il va y avoir des choses. Hein. Il va y avoir des choses, c'est comme un peu comme entre Becky et Flair. Risque d'y avoir une grosse misco. Et puis bon, bah entre les deux, bon, bah t'as Sami Zayn, Jey Uso, hein, ça rappelle évidemment la Blood l'année dernière. Enfin, ce que c'est le Wargames de l'année dernière, mais là, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, et que là, maintenant, on est dans une configuration complètement différente. Mais l'amitié, elle est là entre Sami Zayn et Jey Uso, donc je vois pas de misco. Mais ça pourrait être deux hommes qui pourraient jouer les médiateurs entre Rollins et Cody, hein, pour essayer de calmer tout le monde, d'éviter les tensions et de penser surtout à l'unité et à penser à l'adversaire surtout. Hein, l'objectif, c'est de gagner ce Wargames. Et Orton, si c'est bien Orton, ou peut-être LA Knight, on verra, qui aussi aurait son rôle à jouer pour essayer d'arranger les choses. Voilà. Oui, il y aurait forcément des bonnes choses à raconter des deux côtés. Chaque équipe a ses petites histoires intestines. Et pour le pronostic, bah, je vais y aller avec la victoire de la team Cody, on va dire la team Face, parce que déjà, bah, quand on regarde tous les pronostics, bah, on a l'impression que finalement c'est que des heels qui vont gagner. Je veux dire, les trois matchs au solo, je vois pas comment les heels ne pourraient pas gagner chacun des matchs au solo. Et ouais, il y a que le Wargames féminin, bon, parce que les Wargames sont pas faciles à pronostiquer. Oui, éventuellement, peut-être que la team Belair va gagner. Voilà, ce serait peut-être la seule victoire autre victoire face possible. Mais comme pour l'instant, selon les arguments que j'ai avancés tout à l'heure, j'allais plus du côté damage control. Et donc là, bah aussi souvent, voilà, on l'a pu le voir l'année dernière. Bah, en général, quand une équipe face gagne un wargame, bah, c'est l'équipe heel qui gagne l'autre wargames. Bon, c'est pas toujours, ça marche pas à tous les coups, hein. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir. Ils l'ont fait l'année dernière en tout cas.
la team Becky avait gagné pour les Faces chez les femmes, et donc le Bloodline, donc qui était du coup la team Heel du côté des hommes, avait gagné. Donc là, pour le coup, le théorème, si on peut dire, avait fonctionné. Euh, et en plus, bah forcément, si tu mets Orton, admettons que ce soit Orton, c'est pour gagner quoi. C'est exactement la même chose que l'année dernière, où on se souvient, c'était le grand retour de Becky Lynch l'année dernière. Et c'est même elle qui avait fait la décision. C'est elle qui avait gagné, qui avait battu Damage Control. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc si c'est Randy Orton qui est dans l'équipe, c'est lui qui fait gagner l'équipe, en fait. RKO ou autre chose, hein, parce que bon, on sait qu'avec il a tellement porté son de RKO dans sa carrière que ça a endommagé son dos, donc peut-être qu'il va changer de finisher. Ça serait bizarre de voir Orton avec un nouveau finisher, mais bon, si ça peut permettre aussi de lui donner encore quelques années de carrière de plus, on va s'en contenter. Bref, oui, je pense que si c'est pour Orton, si c'est Orton qui est le cinquième, c'est lui qui fait gagner son équipe, quoi, pour avoir un feel good moment pour terminer le show. Et puis bon bah on a des Dominique et on a du JD McDonough qui peuvent amplement jouer le rôle du perdant quoi. Mais de la même façon Damien Priest qui est donc vu comme le leader en tout cas en tout cas dans le cadre du Wargames, bah, si c'est lui qui prend le pin, alors là aussi ça pourrait raconter de choses très intéressantes. Hein, donc finalement il y a pas mal de candidats à la défaite, je dirais intéressant du côté du Judgment Day. Euh, Plus que finalement si c'était une défaite des Faces quoi. Donc je trouve que ça serait plus intéressant de faire perdre l'un des membres du Judgment Day, quel qu'il soit, hein, même Balor, hein, puisque Balor on l'a quand même souvent vu finalement essuyer les défaites, en se demandant même si c'était pas finalement lui le vrai maillon faible de l'équipe, et ben là aussi ça pourrait se raconter, donc franchement n'importe lequel des quatre, ou des cinq, même là, j'aurais du mal à voir McIntyre prendre le pin, là, pour le coup. Mais en tout cas, l'un des quatre membres du Judgment Day, ça peut se raconter. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de candidats, je pense, à la défaite du côté du Judgment Day que du côté de la team Cody. Donc pour moi, victoire des Faces, histoire de voilà d'avoir un petit peu le smile pendant ce pay-per-view, parce que je trouve que, donc, ouais, comme je disais, il y a beaucoup de victoires heel, hein, à mon humble avis. À moins qu'il rajoute un autre match. S'il rajoute un sixième match, là, ça serait oui une victoire face, très probable, notamment si c'est AJ Styles et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Là, je m'avance déjà, hein, je donne vite fait un petit pronostic, victoire de la team face, donc pour un peu donner un peu de victoire face, victoire de LA Knight et de AJ Styles. Voilà, et puis Jimmy Uso sera le maillon faible, c'est lui qui prendra le pin, hein, parce que là, Solo est vendu très fort, même trop fort, notamment par rapport à ce qu'il vient de faire à Cena, hein. Donc on se demande s'il va même pas y avoir un match revanche à manière, hein, vu comme ça a été monté là lors du dernier SmackDown. Bref, on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, ça serait donc pour moi une victoire plutôt face dans ce Wargames masculin et une victoire heel du côté féminin. Et il y aura le match de l'avantage, hein, lundi à Raw, oh, si vous ne faut pas l'oublier. Hein, un membre de chaque côté, les deux vont s'affronter. On ne sait pas qui encore. Et ben selon on va dire la règle, si la petite théorie, c'est le petit théorème, c'est qu'en général l'équipe qui a l'avantage risque de perdre le match. Ça marche pas à tous les coups, mais ça arrive aussi souvent. Donc je donnerais plutôt l'avantage numérique au Judgment Day du coup, pour que au final, ce soit la Team Face qui s'impose. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est juste des petits pronos annexes. Hein. Bref, voilà. Donc pour moi, ça va être un match que j'attends beaucoup en termes de storytelling. Et puis au niveau in-ring, je pense qu'on sera plutôt bien servi. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. Et ça va être un gros match. Et puis bon, c'est quand même, ça sera normalement le dernier match de pay-per-view de l'année pour la WWE en fait. Hein. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a plus de pay-per-view en décembre. Donc c'est comme ça, c'est ce match-là qui va finalement clôturer cette grosse année encore au niveau des PLE quoi. Donc c'est quand même un match qui compte et il faut bien finir l'année. Bien finir l'année avant voilà de continuer un peu à raconter les différentes petites histoires et puis de se reposer pour les fêtes hein, voilà et puis et avant de repartir à nouveau vers la road to WrestleMania voilà dont on parlera évidemment en temps voulu voilà donc pour les pronostics de Survivor Series hein, je vais pas faire plus long hein, c'est déjà pas mal il y avait beaucoup de choses à dire et puis j'attends beaucoup de storytelling mais il y a quand même des matchs on a l'impression que c'est quand même des adversaires de transition. Je pense à Zoé Stark, je pense aux Miz, et puis un Escobar, Carlito qui a rien à faire là, je vois pas ce que Carlito vient foutre dans le pay-per-view. Hein. On va
clôturer évidemment cette vidéo, ce Monster Catch, par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés, non pas lors du mois écoulé, mais lors des 3 dernières semaines, hein, puisque ça fait que 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Mais 3 semaines, c'était déjà bien assez pour voir un max de matchs et devoir faire des choix. Et il y en a eu. C'était difficile encore à nouveau, hein, parce qu'il y a des matchs, j'aurais pu les mettre. Hein, notamment les luchadors qui m'ont bien fait plaisir du côté de Rampage notamment, hein, qui étaient vraiment pas loin de ce top 5, mais il a fallu faire des choix. Et je vais commencer sans plus attendre par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Jonathan Gresham contre Alex Shelley. C'était à Impact Wrestling, c'était lors de la Weekly du 9 novembre, la note 4 étoiles et quart. C'était un match qui comptait pour l'Impact World Championship, hein, détenu par Shelley, et c'était bien sûr le main event donc de cette weekly qui nous propose de plus en plus d'ailleurs Impact Wrestling qui nous propose de plus en plus de belles affiches hein, de niveau pay-per-view hein, en weekly, et ça fait forcément plaisir. Deux hommes très expérimentés hein, qui s'affrontaient pour la 6e fois de leur carrière, hein, mais la toute première fois chez Impact Wrestling. Un match très bien construit, hein, bien raconté, avec un Gresham de plus en plus heel hein, dans son attitude hein, depuis plusieurs semaines, et qui va à nouveau faire preuve ici de malice hein, et jouer à la limite de la légalité. Mais Gresham n'en reste pas moins un technicien hors pair et un véritable chirurgien du ring, hein, dont le travail sur la jambe gauche de Shelley aura été vraiment remarquable de précision et de régularité hein, tout au long de ces 21 minutes qu'auront duré ce match. Un véritable modèle du genre hein, d'ailleurs que j'aimerais voir plus souvent dans le catch. Le champion n'est pas en reste, hein, se focalisant pour sa part sur le bras droit de Gresham afin de mieux le préparer pour sa soumission ultime, hein, le Border City Stretch. Le match monte progressivement en intensité, le selling à la jambe de Shelley est tout aussi remarquable que le travail entrepris pour en arriver là, et les dernières minutes sont à couper le souffle, avec une série de roll-up étourdissantes qui donnent le frisson. La décision finale se jouera sur des détails hein, et un contre rondement mené pour venir achever son adversaire avec son finisher. Un excellent main event de weekly hein, proposé par Impact Wrestling entre deux catcheurs de très haut niveau dont on ne parle d'ailleurs pas forcément beaucoup, et c'est bien dommage. 4 étoiles et quart pour ce petit bijou, hein, simplicité, technique, storytelling, le cocktail parfait d'un match réussi. On passe maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Will Ospreay contre Josh Alexander. C'était encore Impact Wrestling en weekly le 16 novembre. C'était donc cette semaine. La note, la même chose, 4 étoiles et quart. Un véritable dream match, hein, totalement inédit entre le meilleur catcheur de la planète hein, et l'ace d'Impact Wrestling depuis plusieurs années à présent. Un match enregistré hein, le lendemain de Bound for Glory hein, dans le cadre du Fallout le 22 octobre, mais seulement diffusé donc le 16 novembre en main event de weekly. À nouveau donc une petite sucrerie hein, offerte par la compagnie en weekly à l'image du Gresham Shelley hein, dont je viens juste de parler. Alexander va essayer d'utiliser toute sa science du ring, hein, sa technique, en essayant d'user son adversaire. Hein, lui qui, comme chacun sait, brille par son côté high flyer, hein, flamboyant et spectaculaire. Et un coup du sort semble arriver à point nommé hein, pour le technicien Josh Alexander. Lorsque Ospreay se fait mal au genou droit en se réception normale, hein, un incident sur lequel Alexander va évidemment tenter de capitaliser. Ospreay va alors vendre cette jambe de façon plutôt convaincante, hein, mais ça ne l'empêchera pas pour autant de réussir tous ses moves signatures tels que l'Hidden Blade, le Scooter et le Stormdriver 93. L'emballage final est très réussi avec une succession de near falls frissons hein, qui fait bien réagir la foule, et il faudra plusieurs moves signatures et un finisher pour arriver à bout de son adversaire pour le compte de 3. Le public est debout et les applaudissements sont nourris, et le perdant n'est clairement pas décrédibilisé à l'arrivée. À nouveau un excellent main event d'Impact Wrestling, hein, une semaine après celui dont je viens de parler précédemment. Un banger de plus, hein, signé Will Ospreay, que je peux clairement surnommer Monsieur Top 5, hein, tellement il aura été omniprésent dans mes différents Top 5 cette année. Match hautement recommandable, hein, auquel j'ai donné la très bonne note de 4 étoiles et quart. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Chris Brooks contre Yuki Ueno. C'était lors du show DDT Ultimate Party de 2023 bien sûr. C'était le 12 novembre, donc c'était la semaine dernière. 4,5 pour la note. Match comptant pour le KOD Openweight Championship, hein, détenu par le Britannique Chris Brooks, depuis 112 jours au moment de ce match. Ultimate Party constitue le plus grand show de l'année hein, pour DDT Pro Wrestling, et ce match en constitua le main event. Et c'est cool parce que j'avais jamais parlé de DDT encore sur ma chaîne. Donc c'est bien aussi de pouvoir parler autre chose. C'est aussi l'intérêt de mes top 5. Un match assez symbolique, hein, donc entre deux hommes qui représentent la relève de DDT, qui ont porté la compagnie durant l'ère pandémique, hein, et se retrouvent aujourd'hui donc au sommet de la montagne. Et il y a 3 ans, il faut noter que Chris Brooks avait défié Ueno pour le titre universel de la DDT, cherchant alors à prouver sa valeur. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Ueno cherchant sa rédemption hein, pour toutes les fois où il a laissé passer sa chance ces dernières années. Ueno a donc défié Chris Brooks pour le titre
KOD Openweight et a plus que jamais besoin de cette victoire, synonyme de dernière chance en quelque sorte pour Ueno afin de porter la DDT sur ses épaules et inscrire son nom au palmarès de ceux ayant remporté ce titre dans le passé. Ce titre revêt beaucoup d'importance, au-delà même d'une simple question de poids, comme l'a précisé Chris Brooks lui-même. Ce match fut une vraie démonstration de lutte dans sa plus pure définition, un match à suspense, proprement réalisé et simplement raconté entre deux hommes qui se respectent énormément, et ça se ressent dans le ring. Le match a largement su combler les attentes et répondre à la pression, malgré les nombreux yeux venus voir notamment Chris Jericho contre Takeshita, Mao contre Matt Cardona, ou bien les adieux de Saki Akai au catch. Chaque mouvement fut dévastateur. Ueno a éclaboussé le match par son talent, qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Kota Ibushi, ça c'est clair et net. Ueno a véritablement poussé le champion dans ses retranchements, l'obligeant à utiliser tous les gros moves qu'il a à son arsenal. Même la Praying Mantis Bomb, pile driver similaire au C4 Spike de Josh Alexander, n'a pas suffi à arrêter le jeune Yuki Ueno. La dernière ligne droite de ce match fut épique et le public était à fond. Le move ayant mis fin au match fut de toute beauté, un move emprunté et même transmis par le lutteur Hub Hayato Kikawa, l'une des idoles du vainqueur en question. Un très solide main event, fort en émotion, avec un très beau spot plein de respect entre les deux hommes qui méritent bien cette note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit d'Adam Page contre Swerve Strickland. Numéro 2, c'était à Full Gear, c'était la nuit dernière, 4 étoiles et demie pour la note. Voilà, j'en ai parlé très très rapidement tout à l'heure, mais je voulais en réserver un peu plus pour le top 5 justement. C'était le match revanche de Wrestle Dream, remporté par Swerve, un match que j'avais d'ailleurs intégré dans un récent top 5 en lui accordant la note de 4 étoiles et quart. Mes attentes étaient donc élevées pour ce match, d'autant plus que la tension était montée d'un cran après que Swerve ait eu l'audace de pénétrer dans la maison de Page, et notamment la chambre de son fils de 2 ans, non sans avoir déchiré au préalable l'un de ses propres dessins. Une véritable haine qui nous vaut donc ce Texas Deathmatch proposé par Page, une stipulation qu'il connaît bien, lui qui avait battu John Moxley dans cette même stipulation à la Revolution en début d'année dans un match ultra violent. Eh bien, si l'on croyait avoir atteint un haut niveau de violence à Revolution, nous n'étions pas prêts pour ce match de Full Gear où la violence a atteint des niveaux rarement atteints à l'AEW, c'est peut-être même le match le plus violent de leur histoire. Si j'ai souvent reproché à l'AEW son utilisation abusive de sang dans ses matchs, notamment John Moxley, ici cela avait totalement sa place à partir du moment où la rivalité le justifiait. Joli clin d'œil lorsque Page utilisera les dessins de son fils justement pour les agrafer sur le visage de Swerve, une agrafeuse qui servira beaucoup dans la première partie du match. Les deux lutteurs vont alors pisser le sang véritablement jusqu'à la fin. Oui, le match n'est pas à la portée de tout le monde, il peut choquer et être dérangeant pour certains, mais la haine entre les deux hommes est telle que cette violence extrême a plus servi le match qu'elle ne l'a desservi. Certains spots sont tarés, comme le Death Valley Driver porté par Swerve sur un parpaing, ou bien le triple enchaînement Moonsault Follow Slam, Powerbomb et Dead Eye d'Adam Page sur une table entourée de barbelés. Le sang coule à flot, le drama est à son paroxysme et le public est à fond dedans. Prince Nana est bien sûr aussi présent pour mettre son grain de sel, comme lors du premier match. Le Buckshot Barb Wire Lariat, comme l'a dit Excalibur, aurait pu totalement finir le match. J'y ai vraiment cru à ce moment-là. Ça aurait été une bonne fin d'ailleurs. Et la seule vraie critique d'ailleurs que je pourrais faire sur ce match, c'était sa longueur. À savoir quand même une demi-heure, c'était quand même bien trop long. Et cette intervention extérieure qui m'a semblé tout sauf nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une feud si personnelle entre Page et Swerve. C'est probablement cet élément d'ailleurs qui m'empêche de donner 4 étoiles 75, mais très franchement ce match est à voir si vous n'êtes pas trop sensible, et pour deux hommes qui ne s'affrontent que pour la deuxième fois, l'alchimie est vraiment au rendez-vous et on aurait très envie d'ailleurs qu'ils remettent ça pour une troisième fois. Content aussi d'enfin voir Swerve bien mis en valeur après toutes les décisions de booking en sa défaveur qu'il a subies, car il mériterait clairement une chance au titre suprême de la l'AEW. 4 étoiles et demie donc pour ce match qui pour moi fut de très loin le meilleur match de cette édition de Full Gear 2023. On termine enfin ce top 5 avec le numéro 1, le match que j'ai préféré ces 3 dernières semaines. Il s'agit de Will Ospreay contre Shota Umino. C'était à NJPW Power Struggle le 4 novembre. 5 étoiles, ni plus ni moins, la note parfaite. Un match qui comptait pour le titre IWGP United States Heavyweight Championship détenu par Will Ospreay, ou bien
United Kingdom Heavyweight Title, hein, selon Ospreay lui-même. C'est selon. Par conséquent, Ospreay s'est ramené avec les deux ceintures, hein, d'ailleurs. À noter que l'arbitre de ce match était le mythique Red Shuzono, hein, dont chacun sait qu'il est le père de Shota Umino, justement. La question de son impartialité pouvait donc se poser avant ce match. Ospreay avait sacrément poussé Umino dans ses retranchements lors de la conférence de presse, hein, la veille du match, en le poussant à se battre comme un mort de faim, afin de prouver qu'il pouvait le battre et lui prendre son titre. Hein, une incroyable prestation au micro, hein, d'Ospreay que je vous recommande par ailleurs. Umino est encore un jeune loup, hein, qui a besoin de prouver et de montrer qu'il peut être de l'étoffe des plus grands, hein, afin de rendre fier celui qu'il a pris sous son aile, à savoir Jon Moxley lui-même. Le match est juste indescriptible, hein, tellement de choses se sont passées. Il n'aura duré pas moins de 40 minutes. Un combat acharné, violent, passionné, à suspense et dans une très bonne ambiance. Un Umino qui ne lâche rien malgré la fatigue qui le gagne. Il essaye aussi de rester dans les règles, hein, jusqu'à exploser plus tard en balançant une table à la figure d'Ospreay et en tentant même de porter un Death Rider façon Moxley à Ospreay sur 2 tables posées à l'extérieur. Ospreay est fidèle à lui-même, hein, toujours aussi spectaculaire et surhumain dans ses performances. Il met en avant son jeune adversaire à la perfection, et lorsque la situation devient désespérée pour Umino, l'arrivée de Jon Moxley, justement venu l'encourager, va lui redonner le supplément d'énergie nécessaire pour revenir dans le match et mettre le champion en grande difficulté. Umino se prend tous les moves signatures d'Ospreay, mais résiste quand même. Le public est vraiment à fond dedans. Les near falls, frissons pleuvent. On arrive même à douter pour le champion. L'impensable peut réellement se produire. Beaucoup de respect, hein, échangé entre les deux adversaires à l'issue du match. Hein. C'était une bien belle image à voir. Hélas, l'après-match fut gâché par l'intervention d'un autre homme, venu carrément briser les 2 ceintures afin de montrer ses ambitions. Des images dures à voir, hein, parce qu'on n'aime pas voir des ceintures pétées, et des images qui permettent de finir le show sur de la hit. Grosse frustration après un match si énorme, auquel je ne peux donner moins que le 5 étoiles parfait, l'un des tout meilleurs matchs de l'année 2023, à n'en pas douter, hein, rien que ça, et un nouveau banger, encore à ajouter à la grande collection des bangers offerts par Will Ospreay cette année. On ne les compte plus. C'est vraiment définitivement Monsieur Top 5. Il est sur une autre planète, hein, et personne ne lui arrive à la cheville cette année. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et il faudra sûrement compter sur Shota Umino, hein, dans les années à venir. Ce sera probablement un futur champion du monde et un futur multiple vainqueur du G1 Climax. J'en fais le pari. Un match hautement recommandable, en tout cas, auquel la première place de ce top 5 ne pouvait évidemment pas échapper. Voilà, j'en ai terminé avec le top 5 et donc par conséquent avec ce numéro du Manso Catch. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous prie de bien vouloir liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Comme l'indique ma vignette, on va se retrouver très bientôt, dans une semaine, le 26 novembre, si tout va bien, hein, ou en tout cas le 27 au plus tard, pour la review des Survivor Series. Hein. Il y aura beaucoup de choses à dire, forcément, notamment par rapport à ce qui s'est passé lors des 2 Wargames, là où il y aura forcément eu beaucoup de storytelling, beaucoup de choses à dire. Et quel sera le 5e membre du côté de la Team Face? Est-ce que puisqu'il y en aura forcément un, est-ce que ça sera Randy Orton ou quelqu'un d'autre? On verra. Plein de choses forcément qui vont être intéressantes à débriefer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve donc déjà dans une semaine. Je vous souhaite déjà de passer une bonne semaine et un bon pay-per-view, hein, pour les Survivor Series. Hein, je vous le rappelle, c'est dans la nuit de samedi prochain à dimanche prochain à 2h du matin, l'horaire classique. Si vous pouvez le voir en direct, évidemment, c'est l'idéal. Sinon, regardez-le le lendemain. Passez une excellente semaine, portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo!